Bonjour Anne-Sophie Pelletier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors votre livre est un véritable coup de poing. C'est votre témoignage d'aide-soignante d'abord à domicile et puis ensuite en EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Vous y racontez au fil des pages vos rencontres avec vos patients, vos aînés comme vous les appelez, leur misère affective, leur solitude et parfois les maltraitances que ces personnes âgées subissent au quotidien. On va en parler avec vous. Mais d'abord 2 mots sur votre parcours personnel étonnant. Vous avez commencé par les arts déco et la tapisserie, si j'ai bien lu. Oui, j'ai commencé après mon baccalauréat à faire l'école d'art décoratif de Buisson et mon vrai métier c'est de faire des tapisseries, donc ça s'appelle être lissière. Voilà, puis vous avez travaillé dans l'hôtellerie, dans les j'ai passé les diplômes adéquats. Voilà, j'ai passé les diplômes adéquats et puis je suis devenue directrice d'établissement hôtelier. Oui, et puis un jour vous décidez de tout plaquer, de changer de vie. Pourquoi ce changement ? Parce que on était dans de l'accueil de touristes, dans de la fanfreluche presque, je dirais, dans du commerce. Et à un moment donné, quand on a une grand-mère comme j'ai eu, qui nous apprend la solidarité... Votre grand-mère Mémé, que vous citez souvent dans votre livre. Je porte d'ailleurs son prénom en deuxième prénom. Donc, eh bien, on se dit comment se rendre utile. Mais utile, pas dans le sens à informer des touristes, mais utile dans le quotidien. C'est un mot qui revient souvent dans votre bouquin, se rendre utile. Oui, il faut se rendre utile. Oui, tout le temps. Vous avez voulu vous rendre utile. Oui. Et donc vous êtes devenue aide-soignante d'abord. Ah non, je suis devenue femme de ménage. Oui. Enfin, femme de ménage au départ. Ce qu'on appelle une aide-soignante. Non, puisque je n'avais pas de diplôme. Oui. Donc j'étais femme de ménage, aide à domicile. Et vous aidiez les vieilles personnes à manger, vous nettoyiez leur... Alors c'est là toute la subtilité de la chose et c'est ce que je raconte dans le livre. C'est qu'une aide à domicile, ma première intervention, c'est d'accompagner à une toilette. Or, je n'avais jamais vu de ma vie une personne nue, une personne âgée nue. Je n'avais jamais accompagné à une toilette alitée, je n'avais jamais utilisé un lève-malade. Et en fait, d'aide à domicile, j'en viens à un travail d'auxiliaire de vie sociale, quelqu'un qui est formé. Et c'est ce que je dénonce aussi dans le livre, c'est le fait de ne pas former les femmes, parce qu'il y a certains employeurs qui pensent que comme nous sommes des femmes, nous savons faire à manger, nous savons faire une toilette, nous savons faire... Enfin, voilà. C'est naturel et inné. C'est génétique, quoi. Vous avez fait ça pendant 4 ans 4 ans. Et quel était votre quotidien à ce moment-là ? Mon quotidien à ce moment-là, c'était être confronté à la solitude des personnes âgées à domicile, parce que je veux rendre hommage à mes collègues aussi, qui sont parfois les seules visites qu'ils ont dans la journée. Donc la précarité sociale, précarité des fois aussi financière, comme je le raconte pour une dame qui s'est fait avoir par Internet. Et surtout, cette difficulté à être spectatrice d'une institution qui s'appelle les conseils départementaux, qui sont très longs et qui n'ont pas les mêmes urgences que les aides à domicile quand ils prennent du temps à étudier des dossiers, alors que des personnes âgées ont besoin d'un matériel spécifique pour finir leur vie dans la dignité qui leur est due et dans le confort. Cette confrontation au quotidien avec la vieillesse, avec la souffrance, avec la solitude, avec la mort que vous avez fréquentée, auquel vous n'étiez pas préparé non plus. Tout ça pour quel salaire mensuel ? Alors je touchais 1 100 € par mois, kilomètres remboursés compris, parce que là aussi c'est un scandale. Certains employeurs, pour certains employeurs, les aides à domicile ne sont remboursées de leurs kilomètres que lorsqu'elles ont moins d'une demi-heure entre 2 interventions. Donc l'intérêt, c'est de les envoyer loin à 9 h du matin, de les faire revenir à midi sur des interventions de 3 heures et de remettre une intervention derrière à 13 h. Donc comme ça, les frais kilométriques sont à la charge de l'aide à domicile qui a déjà un bas salaire. Et ça ne permet plus à ces femmes aujourd'hui de vivre, parce que souvent ce sont des temps partiels contraints et elles ne sont même pas payées au SMIC. Alors après, vous allez travailler pour une association en Camargue. Et puis en décembre 2016, vous déménagez et vous êtes engagé par l'EHPAD de Fougerans. C'est une commune du Jura, pas loin de Dole, pour ceux qui connaissent. Vous commencez à 7 h du matin, le lendemain de votre déménagement, donc c'est tout de suite sur le terrain. En EHPAD ou à domicile, c'est le même travail ? C'est pas le même travail, c'est pas la même difficulté. Au domicile, je dirais encore qu'il y avait cette possibilité de faire de l'humain parce qu'on est vraiment dans l'intime et qu'on arrive à avoir un petit peu de temps. En EHPAD, on est confronté à la rentabilité, la productivité et puis à la vitesse. C'est-à-dire qu'en EHPAD, vous n'avez pas le temps de faire de l'humain, vous faites des toilettes à la chaîne et c'est ce qui m'attend mon premier matin de travail. Alors on évoque souvent les maltraitances subies par les personnes âgées dépendantes. On va en parler avec vous, mais on va aussi voir un exemple parmi d'autres qui a été révélé il y a quelques jours. Une femme de 98 ans, je crois, insultée, violentée dans un EHPAD d'Arcueil, c'est tout près de Paris. On va voir ce reportage, un commentaire de Florence Bouquilla de France 2. On en reparle après. Pour les familles qui ont appris qu'un cas de maltraitance grave a eu lieu dans cet EHPAD, c'est la stupeur. Certaines connaissaient l'aide-soignant de 57 ans
aujourd'hui en détention provisoire dans l'attente de son procès. Il a été très gentil avec ma mère, il a assisté à ses derniers jours. Je pense que, comme on dirait vulgairement, il a pété un câble tout d'un coup. Selon cette jeune femme qui a travaillé 6 mois dans cette EHPAD, l'ambiance pouvait être tendue à cause du manque d'effectifs. Et toujours selon elle, certains résidents présentaient parfois des bleus. C'est vrai qu'il y avait des résidentes qui avaient des fois des bleus et on ne savait pas d'où ça sortait. Mais quand il y avait des bleus, c'est-à-dire comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des enquêtes qui étaient menées ou Non, pas du tout. Ça, c'était en interne. Alors oui, pourquoi elle a ça? Elle a un bleu ici, c'est bizarre. Il ou elle, hein. Mais sinon, il n'y avait aucune enquête qui était ouverte. Il n'y avait aucune réunion qui était ouverte, qui était mise en place par rapport à ça. Il n'y avait absolument rien du tout. Cette plateforme reçoit les appels qui dénoncent la maltraitance sur les personnes âgées. Le numéro vert 3977 a enregistré 3500 appels en 2018 et c'est 13% de plus que l'année précédente. Peut-être le 3977 est-il mieux connu de la population d'une façon générale, mais de toute façon, je pense qu'il y a aussi une intolérance de plus en plus grande de la population vis-à-vis de la violence. Selon le type de plainte, les écoutants orientent vers les services sociaux, médicaux ou judiciaires. 3 appels sur 4 font état de maltraitance provenant de la famille ou de proches et non pas des institutions. Voilà, avant de parler des violences, la maltraitance, le 3977, ça sert à quelque chose ? Bah écoutez, ça sert à quelque chose, mais on voit bien qu'il y a 3 appels sur 4 qui sont des maltraitances de famille. Moi, je pense, évidemment, je condamne les actes de ce soignant, hein, mais il y a aussi une maltraitance dont il faut parler, c'est la maltraitance institutionnelle. Et celle-ci, elle est silencieuse, et celle-ci n'est pas dénoncée au 3977 alors qu'elle existe. Qu'est-ce que vous appelez une maltraitance institutionnelle dans les EHPAD? La maltraitance institutionnelle, c'est quand un gouvernement sait très bien, voire même tous les gouvernements successifs, hein, c'est pas que celui-là, hein, on le sait depuis très longtemps, il faut arrêter de se cacher derrière un brin d'herbe. Lacan le disait déjà en 2002. Tous les gouvernements successifs savaient très bien qu'il y allait avoir nombre de personnes âgées, beaucoup plus, de plus en plus, je dirais. Et rien n'est fait, aucun moyen n'est mis pour que cette vieillesse dépendante puisse être prise en soin. Hein, je n'aime pas le mot prise en charge. Prise en soin dans la dignité qui lui est due. Et rien n'a été fait non plus pour que les soignants puissent être aidés, accompagnés, tout simplement en mettant du personnel supplémentaire dans les établissements. Mais au quotidien, parfois, quel type de violence ou de maltraitance les aides-soignantes sont contraintes de faire? Parce que j'imagine qu'évidemment, la cadence qu'on leur demande de respecter fait que parfois... Est-ce que prioriser des soins, ça n'est pas déjà être maltraitant? C'est-à-dire prioriser, j'entends par là, est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de laver les cheveux à cette dame ou lui laver les dents? Est-ce que je vais avoir le temps de faire une prévention d'escarres? Ou est-ce que je vais avoir le temps juste de parler? Eh bien, elle commence là, la maltraitance. Quand nous n'avons pas le temps d'aider et d'accompagner à la prise du repas, et que vous vous retrouvez, je suis désolée, mais bon nombre de collègues me le disent aussi, avec une cuillère dans chaque main parce que vous n'avez pas le temps, est-ce qu'elle n'est pas là aussi, la maltraitance? Mais cette maltraitance-là, elle est induite, et ce sont aussi des prescriptions de travail maltraitantes. Parce qu'aucun soignant n'est heureux de faire un travail comme ça. La culpabilité est portée tous les jours par les soignants. Et c'est ce qui fait aussi ces burn-out qui arrivent. Que vous avez fait d'ailleurs à un moment donné. Oui, que j'ai fait parce que ça n'était plus concevable que je puisse rentrer dans ce système où finalement on m'imposait des prescriptions de travail maltraitantes et où ça n'était pas en adéquation avec mes valeurs et comme pas en adéquation avec beaucoup de soignants. Dans l'EHPAD de Fougerance où vous travaillez, vous avez fait une grève qui a duré, je crois, 117 jours. 117 jours, oui. Nous avons dénoncé donc, aussi cette façon de financiariser la vieillesse. Et nous avons aussi dénoncé ce scandale quand même qui est important et j'aimerais le rappeler, que les EHPAD privés à but lucratif aujourd'hui touchent de l'argent public. Il faut rappeler qu'il y a les EHPAD privés il existe publics, les EHPAD publics, majoritairement associatifs et privés à but lucratif. À peu près un quart privé et le reste associatif un quart privé, ou public. mais c'est suffisant. D'accord. Hein, donc, et il y en a combien en France d'EHPAD privés? En tout? Il y en a 7000 et quelques... C'est énorme. Et plus de 750 000 personnes qui vivent au quotidien dans les EHPAD. Oui. Pardon, donc, je vous ai interrompu. C'est pas grave. Ce que je dénonce aussi dans mon livre, c'est que je ne suis pas contre tous les EHPAD privés à but lucratif, si et seulement si ils arrêtent de toucher de l'argent public pour payer les soignants, puisque c'est de l'argent public qui nous paye, et si l'État remet cet argent public dans les EHPAD publics plutôt que de les fermer, parce que n'oublions pas que nous sommes tous les personnes âgées de demain et que nous n'aurons pas forcément tous les moyens d'aller dans un EHPAD public. Il faut continuer avec ces EHPAD, un EHPAD privé, excusez-moi. Il faut continuer, il faut garantir, il ne faut pas déconstruire nos EHPAD publics, parce que c'est ce qui est en train de se passer.
Et ça, je ne peux pas être d'accord, sachant que on n'a pas le... Pour moi, il est indécent aussi de faire de la vieillesse une manne financière. Qu'est-ce que le gouvernement, celui-ci ou un autre, devrait faire en priorité pour, j'allais dire, soutenir l'aide aux personnes âgées? Je vous dirais, mais c'est peut-être un peu politique, mais je vous dirais d'aller chercher l'ISF et de mettre cet argent et dans nos hôpitaux et dans les EHPAD. Alors je précise que vous êtes candidate d'ailleurs France Insoumise pour les européennes. Voilà. Ce qui explique peut-être aussi votre oui, parce combat que l'argent, il y en a. qui est devenu un combat politique aujourd'hui. Oui, c'est devenu un combat politique parce que cette vieillesse dépendante a des droits qui sont souvent bafoués. Je rappelle aussi que souvent le placement en EHPAD est contraint. Oui. Hein, c'est subi. C'est subi parce que les familles n'ont plus les moyens d'avoir leur personne âgée au domicile parce qu'il n'y a plus assez d'auxiliaires de vie sociale. Donc de l'argent, il y en a. Il suffit d'aller chercher où il est, dans l'évasion fiscale par exemple, dans le CICE. Et cet argent-là, eh bien, il faut qu'il soit CICE, il faut rappeler, c'est le crédit d'impôt pour les entreprises. Voilà, pardon, crédit d'impôt pour les entreprises à hauteur de 40 milliards. Cet argent-là, on pourrait très bien le remettre dans nos hôpitaux qui sont tous en train de fermer et dans les EHPAD publics. Alors la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a débloqué l'année dernière 50 millions d'euros pour l'aide à la vieillesse. Et un responsable associatif réclame 10 milliards d'euros. On voit que... Alors c'est M. Chanvert de la DEPA, que je connais bien, qui est beaucoup plus connaisseur et fin connaisseur que moi sur les besoins en chiffres. Moi, je suis une soignante qui dénonce les quotidiens. En tout cas, 50 millions, c'est pas suffisant. 50 millions, c'est pas suffisant. Et puis, vous m'excuserez, mais on a eu tellement d'effets d'annonce par Madame la Ministre qu'aujourd'hui, j'espère que cette loi qui va sortir fin 2019 va peut-être montrer son envie de s'occuper des personnes âgées, mais je n'en suis pas sûre. Alors la question des EHPAD d'ailleurs et de l'aide aux personnes âgées est souvent revenue dans les débats gilets jaunes ces derniers temps. C'est une question qui a été... Vous attendez quelque chose du grand débat national ? Vous savez, cette question n'est même pas dans les questions de la lettre à Emmanuel Macron. Donc vous voyez toute l'importance qu'il accorde à la vieillesse dépendante. C'est un premier livre apparemment sur les EHPAD. Il y en aura un second? On verra, pourquoi pas. Il y en a un qui est déjà écrit, oui, mais pourquoi pas, oui. C'est le deuxième qui est déjà écrit, c'est autre chose. C'est vraiment l'auto-organisation d'une grève de femmes qui se battent pour des personnes âgées et pour leur dignité. Merci beaucoup à Sophie Pelletier. C'est moi qui vous remercie. Parce qu'on peut le dire, c'est vraiment un livre aussi sur la maltraitance, mais aussi sur la souffrance au quotidien, sur la solitude et sur la mort. Et sur 3 vies qui sont complètement liées, celles de résidents, de personnes âgées, de soignants et de familles. EHPAD, une honte française aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Merci à vous.